Houdin, le créateur. Hello les rocs! Chaque nouvelle occasion de vous retrouver pour partager des moments enrichissants est un privilège pour nous. Car nous mesurons la chance qu'est la nôtre de pouvoir servir d'éclaireur à toute une jeunesse, celle d'un continent au potentiel énorme. Dans Talk Rock, nous abordons des sujets à l'importance capitale et à l'impact palpable pour les jeunes Africains du 21e siècle. Nous apportons de la valeur. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui ne s'enseigne pas à l'école, mais qui joue pourtant un rôle primordial dans nos vies. L'intelligence financière. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence financière, c'est tout simplement la capacité que l'on a à comprendre les choses relatives à l'argent, à gérer et à maîtriser l'argent, cet élément qui est au cœur de nos existences. Comme toute faculté, l'intelligence financière se développe. On peut donc, et on doit d'ailleurs s'y former. Quels en sont les principes de base? Comment bien gérer son argent, le fructifier? Et comment s'organiser pour jouir au mieux de ses revenus? C'est autour de ces questions que se focalisera notre échange du jour avec une spécialiste en la matière, Madame Yacine Biotchane. Bonjour. Bonjour Régis, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes économiste et promotrice du programme Femmes et Finances. C'est exact. Quel est le constat le plus flagrant que vous ayez fait en matière d'intelligence financière au sein de nos populations? Et qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans cette dynamique pédagogique sur ce sujet? D'accord. Avant de parler de constat, je pense que c'est important de planter le décor en matière de comportement et d'habitudes financières au sein de nos populations. Donc, je vais commencer en citant un rapport, une étude qui a été conduite l'année dernière, en juin 2019 au Bénin, qui est l'étude FinScope, et dont les résultats principaux sont les suivants. Au Bénin, on a 16% d'adultes qui gagnent 50 000 francs CFA par mois ou plus, personnellement. On a 58% d'adultes qui évoluent dans le secteur des micro et petites entreprises, 23% des adultes qui gagnent leur vie grâce à l'auto-emploi, 25% d'adultes qui dépendent financièrement de leur famille et de leurs amis, et 3% d'adultes qui travaillent dans le secteur formel. C'est très peu, 3%. Tout à fait. Et tout cela, c'est pour dire que le premier constat est souvent que les populations argumentent que parce qu'elles ont un revenu très bas et qu'elles ont un revenu irrégulier, elles ne peuvent pas se soucier de la question de gestion de leurs finances, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, elles estiment qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont même pas assez de ressources parce qu'elles vivent quasiment au jour le jour pour pouvoir réfléchir à ce qu'il faut faire avec l'argent. Alors que c'est justement dans des périodes ou dans des contextes où les revenus sont très faibles qu'il faut arriver à optimiser. Voilà, à les optimiser. Et dans le second constat, alors, c'est surtout par rapport aux 3% de personnes qui travaillent dans le secteur formel, c'est qu'elles souffrent d'un endettement chronique. La plupart des personnes qui sont employées formellement et qui ont une fiche de paye utilisent la fiche de paye donc pour aller dans plusieurs institutions financières formelles, informelles, et pour emprunter et afin de soutenir leur niveau de vie. Et ça crée énormément de problèmes, d'abord au sein du secteur financier lui-même, mais également dans la société. Donc toutes les questions récentes qu'on entend, les dépressions, les problèmes mentaux, les suicides qu'on lit de plus en plus, sont souvent liés à cela, à l'incapacité de faire face aux problèmes financiers qu'on a parce qu'on est vraiment... On prend trop d'engagement. Voilà, on prend trop d'engagement, on n'a pas assez, on n'arrive pas à louer comme il le faut, on n'arrive pas à faire face à ses factures, à ses obligations, et ça entraîne énormément de dégâts. Donc, je pense que au niveau régional, les États ont pris la mesure, ont pris l'ampleur du phénomène, et parce ça ne se passe pas qu'au Bénin comme ça. Bien sûr. Et actuellement, il y a un programme régional d'éducation financière qui a été adopté et que tous les pays doivent mettre en place en insérant dans les programmes scolaires une nouvelle matière qui sera l'éducation financière. Donc, ça sera inséré au primaire, au secondaire. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Hors de l'école, donc même les enfants déscolarisés.
Et cela tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Donc moi, pour avoir participé à une séance, je peux dire que au Bénin, c'est en cours. Et je pense que ça sera très imminent où nos enfants vont commencer à apprendre ces notions de base. Mais ce n'est pas qu'à l'école qu'il faut le faire, parce que arrivé à la maison, il y a d'autres réalités. Et je pense que l'importance de libérer la parole sur l'argent, de parler des questions financières, de parler des problèmes d'argent à la maison, entre amis, entre collègues. Ouvertement. Parce que l'argent, c'est un peu vécu comme un tabou dans nos sociétés. Exactement. Ouais. Exactement. Donc il faudra démocratiser un peu tout cela. Donc moi, c'est un peu dans cette optique que je suis engagée, et surtout auprès des femmes, parce que j'estime aussi que on est à un moment où les femmes n'ont jamais eu autant de possibilités de gagner de l'argent, d'avoir des subventions, de participer au tissu économique de manière plus formelle qu'aujourd'hui, et qu'il y a un besoin pour elles d'apprendre à bien gérer et surtout à fructifier cela. Donc le programme Femmes et Finances est né l'année dernière, en avril 2019, et chaque mois, 10 femmes de tous milieux sociaux, de tout âge, à partir de 18 ans, ont la possibilité de s'inscrire à des séances individuelles de 20 à 30 minutes avec moi pour discuter d'une question financière, que ce soit leurs finances personnelles, leur ménage, leur carrière, ou leur entreprise. Elles peuvent venir et discuter de cela ouvertement à bâton rompu. Donc c'est vraiment tous les niveaux, hein. On a des étudiantes boursières, on a des commerçantes, on a des femmes qui peuvent venir avec un contrat dont elles veulent une seconde opinion, des femmes qui viennent avec 2 offres pour savoir quelle est la meilleure offre pour elles. Donc on discute de tout cela, et le but c'est qu'à la fin, elles ont vraiment une réponse concrète à leurs problématiques. Elles ont plus d'informations sur les produits et les services sur la place, et elles ont également plus d'astuces pour comment améliorer leurs finances. Vous avez donc à cœur de distiller la bonne nouvelle, si je peux dire, et d'aider les populations donc à mieux gérer leurs finances. C'est également une de nos priorités à la Rock Academy, comme vous le savez. Notre mission est d'aider chacun à libérer son potentiel. Et parmi les gens qui nous suivent, il y a certainement des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'intelligence financière, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Alors, que diriez-vous à ce type de personnes? Quelles sont les notions de base de l'intelligence financière? Ok, avant d'aborder les notions, je vais revenir sur un aspect que vous avez évoqué, c'est que l'intelligence financière n'est pas innée. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se développe. Donc, il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir ce que c'est, ou il ne faut pas penser qu'on est trop âgé pour apprendre. On peut commencer n'importe quand. L'essentiel, c'est d'avoir les notions de base et de les suivre. Donc, la première notion, pour moi, c'est d'abord, il faut connaître son rapport avec l'argent, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ça, c'est souvent lié à sa personnalité, son éducation, son activité actuelle. Il faut savoir, est-ce que je suis dépensier? Est-ce que j'aime prendre des risques? Est-ce que je suis frugale? Il y a un autre mot pour ça. Non, il faut le dire, frugal ou... je suis pingre? Pingre, mais oui, voilà. Est-ce que j'aime les risques, etc. Donc, c'est important déjà d'évaluer ça en soi, parce que ça va influer sur toutes les décisions qu'on va prendre par rapport à son argent. D'accord. La deuxième notion de base, c'est la discipline financière. Et ça, c'est le plus dur. C'est vraiment l'idée qu'il faut avoir une idée fixe de comment est-ce qu'on veut gérer son argent, et il faut vraiment respecter cela. Bon, ça passe souvent par l'établissement d'un budget, donc on va revenir sur ça, mais c'est vraiment avoir un budget et vraiment s'y tenir, quoi. S'y tenir. Et ça, c'est le plus dur. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que on va toujours réussir, mais il faut, dans la mesure du possible, s'y tenir. Une autre notion de base de l'intelligence financière, c'est l'habitude d'épargner. La bonne nouvelle, c'est qu'au Bénin, on épargne, les populations épargnent beaucoup. Elles épargnent, 90%. Elles thésaurisent ou elles épargnent? Non, les deux. Mais je trouve déjà que 90% des adultes
ont une forme d'épargne, qu'elle soit formelle, informelle ou non. Et nous avons organisé en collaboration avec une association qui s'appelle Le Monde de Aura, un événement pour les enfants qui s'appelait Enfants et Finances l'année dernière également. Et on avait des enfants de 9 à 18 ans qui étaient là et à qui on a vraiment enseigné les notions de base, parlé de gérer leur argent de poche, etc. Et voilà, ce qu'on remarque, c'est que tous ces enfants-là épargnaient déjà. Même à 9 ans, l'habitude existe. Maintenant, est-ce qu'ils savent pourquoi ils épargnent et qu'il y a différentes formes d'épargne? Non. Et là, donc, c'était d'aller en profondeur, de leur expliquer l'épargne, c'est pas de l'argent qu'on met de côté et qu'on prend, on va piocher dedans pour, voilà. Il faut avoir des projets pour son argent, etc. Et l'autre notion d'intelligence financière, c'est la diversification des ressources. Je pense que personne ne peut survivre avec une seule source de revenus. Je confirme. Aujourd'hui, je pense que même de façon plus large. Voilà, même dans un ménage, une seule source de revenus, c'est quasiment impossible. Quel que soit le pays aujourd'hui. Donc voilà, donc vraiment, l'intelligence financière passe par cela. Comment est-ce que je peux générer d'autres sources de revenus pour supplémenter mon revenu principal et réussir à mieux gérer mon argent. Parmi les notions de base que vous évoquiez, il y avait la rigueur. Il me plaît de revenir un petit peu là-dessus. En fait, dans les séries et les films qui nous viennent d'ailleurs, je pense qu'on a tous vu à un moment donné un protagoniste qui fait ses comptes avec plein de factures, combien je dois dépenser ce mois, combien est-ce que j'espère gagner, comment je m'en sors. Et je me demande si c'est une habitude que nous avons vraiment. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer justement l'anticipation, développer davantage l'anticipation qui, selon ma compréhension, est un facteur très important dans l'intelligence financière, dans la gestion de ses finances personnelles? Tout à fait. C'est un facteur important. Je pense que au sein des commerçants ou d'autres populations, la notion de faire ses comptes n'est pas rare. On voit souvent un apprenti ou un enfant d'un commerçant à côté de lui en train d'écrire, voilà, sur un biquet, prendre un biquet, une feuille et puis de faire les comptes et tout. Par contre, ce qui n'est pas commun, c'est vraiment de parler de tous ces aspects-là, de comment gérer, de combien on gagne, de combien est-ce qu'on doit dépenser ce mois, de combien est-ce qu'on doit mettre de côté. D'en parler de manière collégiale, que ce soit à la maison ou bien même entre associés. Oui. Je pense que la notion d'argent, de discuter des problèmes d'argent ou des questions d'argent est très informelle, où on se dit, bon, on va y arriver. Alors qu'effectivement, il faut vraiment un processus assez rigoureux. Et pour cela, la base, au fait, c'est le budget. Je pense, c'est incontournable. C'est impossible de pouvoir réussir à faire quoi que ce soit si on n'a pas un budget. Et le budget, c'est vraiment établir ses dépenses en fonction de ce qu'on perçoit, de toutes ces sources de revenus. Donc, c'est très important déjà d'avoir toutes ces informations parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vous dire, surtout quand on est dans un secteur, une société assez informelle où les activités ne sont pas forcément des plus cadrées, ne sont pas enregistrées, ne sont pas bien cadrées, où il y a des gens qui ne peuvent pas vous dire à la fin du mois combien ils ont généré, que ce soit avec une activité principale ou plusieurs activités. Et ça, c'est déjà le premier problème. Si tu ne sais pas combien tu as, c'est que tu ne sais pas combien tu as dépensé. Combien tu dépenses et combien tu Et si tu ne sais pas combien tu dépenses, c'est que tu fonces vers la catastrophe. Voilà. Tu navigues à vue, tu ne peux pas anticiper des événements comme une maladie ou un accident ou un vol de voiture ou un incident. Vraiment, déjà même les cas de force majeure qui ne dépendent pas de nous-mêmes, on ne peut pas y faire face. Et n'en parlons pas ensuite de dépenses qui sont connues et qui sont régulières, qu'on n'arrive pas à faire parce que justement on navigue à vue. On ne sait pas ce qu'on a dans la casserole et comment est-ce qu'on la loue à différentes rubriques. C'est important de planifier. D'avoir un budget. D'avoir un budget. La base. La base, c'est le budget.
Et étant donné qu'il faut comprendre certains principes quand on parle d'intelligence financière, je suppose que quand on pousse un peu le bouchon, on parle de passif, d'actif, peut-être avec d'autres termes, en fonction de la cible à laquelle vous vous adressez. Est-ce qu'il est nécessaire d'être bon avec les chiffres, c'est-à-dire d'avoir des affinités avec les chiffres? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que sans avoir votre background ou le background de quelqu'un qui a fait finance, économie, est-ce qu'on peut développer facilement cette capacité organisationnelle vis-à-vis de l'argent? Oui, je veux vraiment démystifier cette notion qu'il faut être financier ou mathématicien ou en tout cas lié aux chiffres pour pouvoir organiser ses finances. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut complètement séparer ces deux notions-là. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que dans un premier temps, si vous n'aimez pas les chiffres et que vous en avez vraiment une phobie, quelqu'un d'autre peut gérer vos finances. Oui. Il y a des gens dont c'est le métier. Et aujourd'hui, en dehors même je pense qu'on les appelle les gestionnaires de comptes dans les banques et tout, et il y a des individus qui en font leur métier d'accompagner des gens pour gérer leurs finances. Voilà, exactement. Donc, faites-vous accompagner si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Mais je pense que c'est quand même une obligation pour chaque personne de pouvoir suivre ses finances. Parce que c'est pas parce que vous vous faites accompagner. Combien d'artistes de très haut niveau, on a vu, en moins de 5 ans, ont perdu tout leur argent. Et après, dire, ah, mais c'est mon agent qui gérait. Donc, c'est mon comptable qui gérait. Mais si tu peux pas, surveiller celui qui gère, c'est la catastrophe. Ça revient, on retourne au point de départ où c'est de toute façon une catastrophe qui va arriver. Donc, moi, je pense que l'essentiel, en intelligence financière, c'est de se dire je veux faire quelque chose avec mon argent, je veux m'organiser. Moi, par exemple, personnellement, j'ai un fichier Excel et au moins une fois par semaine, je suis là-dessus. Et ça me permet de réconcilier par exemple, mon compte en banque, mon portefeuille Momo, au mobile money de manière générale, les transactions en espèces que je fais. Et à la fin du mois, quand je reçois mes relevés de compte, j'arrive à réconcilier. Des fois, la banque fait une erreur et je peux leur dire, ah, mais vous avez fait Au moins les interpeller pour comprendre. Voilà. Ou des fois, moi, je n'ai pas inscrit une transaction. C'est ça. Je ne vois pas une concordance et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et quand je déroule, je me rends compte, ah, mais tiens, tu n'as pas écrit telle chose. Donc déjà, il faut prendre cette habitude. Même si vous n'aimez pas Excel, si vous voulez le faire dans un cahier, avec votre bic, faites-le. Mais il faut que, à tout moment T, vous soyez au courant personnellement de ce que vous avez fait avec votre argent. La deuxième chose, il faut avoir un projet pour son argent. En fait, l'argent n'est pas juste là. On va se réveiller un jour et dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose, je me lève, je fais. Non. Il faut, dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, construire une maison, acheter une voiture, dans vos projets d'avenir pour vos enfants, etc. Il faut pouvoir dire, OK, voilà combien je gagne, voilà mes dépenses incompressibles, donc mon loyer, mes charges, ça, je dois y faire face. Donc, je dois dégager quelque chose pour me permettre de me projeter et pour me permettre de faire ce type de dépenses-là. Et pour ça, il faut faire attention. Il y a une phrase souvent que mon père dit, quand on lui dit « Ah, au fait, c'est urgent », il dit « Mais c'est urgent pour qui ?» Et c'est ça, au fait, son argent, l'urgence de d'autres personnes, parce que quand même, on a vu, 25% de personnes dépendent de leur famille, de leurs amis. Ça veut dire que une personne sur 4 dans votre entourage va venir et vous dire « Mon enfant est malade, mon enfant doit aller à l'école, ma femme va accoucher, je dois faire ci. » Les sollicitations sont illimitées. Elles sont illimitées. Et il faut pouvoir, c'est vrai, on est une forme de, ceux qui en ont, sont une forme de sécurité sociale pour d'autres. Bien sûr. Mais il faut pouvoir les urgences vraiment les organiser et rester focus sur ces projets. En fait. Je suis absolument d'accord. Vous parliez de fichiers Excel, j'ai exactement la même chose, avec plein de rubriques, et ça permet quand même de garder le cap, de savoir lorsqu'on rentre dans la zone rouge, quelles sont les limites qu'on se fixe. Rien qu'avec même un fichier Word, si vous voulez, ou comme elle disait, un cahier et un stylo, c'est important de faire le travail de
gestion, au moins à son niveau, selon les capacités que l'on a dans la discipline, de pouvoir se poser et mener une réflexion logique sur ses finances, n'est-ce pas? Ouais. Les erreurs, nous en faisons tous. Mais quelles sont, selon vous, les 3 erreurs qui sont les plus fréquemment faites par les populations en général et qui leur sont préjudiciables dans la gestion de leur argent? Je pense qu'on en a évoqué au moins une ou deux. La première, c'est comme j'ai dit... Pour avoir le budget? Ne pas savoir justement, ne pas savoir ce qu'on fait de son argent. Beaucoup quand dans mes séances avec Femmes et Finances, beaucoup de femmes viennent et disent, je ne sais pas, à la fin du mois, je n'arrive pas à dire ce que j'ai fait, ce sur quoi j'ai dépensé. L'argent s'envole. Voilà, mystérieusement, ça se dissipe. Donc, je pense que ça, c'est une erreur critique parce que ne pas savoir, c'est aussi ne pas savoir où faire des gains pour pouvoir libérer des ressources et faire autre chose. Donc, il y a ça. La deuxième erreur, c'est la mauvaise dette. Alors, il y a des gens qui s'endettent pour aller acheter des vêtements, par exemple. Ou pour une cérémonie ou un truc comme ça. Ça, c'est très courant. Voilà, c'est très courant. Mais ils ne savent pas que c'est de la mauvaise dette. Il y a la bonne, il y a la mauvaise dette, mais il faut s'endetter d'abord en fonction de ses capacités financières. C'est ça. Parce que la dette veut dire qu'il faut rembourser cet argent. C'est pas un don, c'est une dette. Pas une subvention. Voilà. Et donc souvent, et c'est ça qui commence après les situations chroniques où vous entendez des gens dire j'ai pris mon salaire, j'ai donné 80% pratiquement, j'ai remboursé des dettes et voilà, il me reste pas grand chose, donc je dois encore m'endetter pour pouvoir payer mes charges et tout ça, et des fois ça dérape sérieusement. Donc ça c'est la deuxième erreur. Une troisième erreur, je dirais peut-être ne pas ne pas des fois être très ambitieux avec son argent. Tout à l'heure vous avez voulu faire la différence entre l'épargne et la thésaurisation. Il y a énormément d'épargne. Je pense qu'il y a 42% d'adultes qui épargnent de manière informelle, pardon. Et parmi ces 42%, il y a 30% qui gardent l'argent à la maison. Sous le matelas, dans une pièce, dans un tiroir. Mais c'est à la maison. Ça veut dire que d'abord, c'est pas réinjecté dans l'économie. C'est ça, ça dort en fait. Voilà, l'argent ça dort. dort. Et alors que ça peut contribuer à énormément de choses au niveau macro avec l'État, au niveau micro même avec plein de projets qu'on peut réaliser, plein de personnes qu'on peut accompagner dans leurs projets. On n'a pas de mécènes. Ça pourrait être des mécènes potentiels, etc. Donc ça c'est également quelque chose qu'il faut rectifier collectivement. Collectivement. Voilà. On entend de plus en plus parler de liberté financière. Je ne dirais pas que c'est un concept nouveau, mais c'est un concept qui est de plus en plus à la mode. Comment vous définissez la liberté financière et comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Bon, la liberté financière, c'est la capacité de pouvoir vivre sans dépendre de sa source de revenus principale. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, mais ça veut dire que on a ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est-à-dire, on a des sources de revenus qui sont générés même quand on dort. Donc ça peut être des actions, ça peut être un bien immobilier qu'on a mis en location, etc. On sait que tous les mois ou à des périodes spécifiques, on aura des entrées de fonds qui seront là et qui nous permettent de vivre notre vie. Donc c'est avoir cette capacité-là de choisir, par exemple, si je peux ne pas travailler pendant 3 mois, peut-être pour une raison ou pour une autre. Des fois, c'est par cause de maladie. Je suis alitée, je pourrais pas travailler pendant 3 mois, mais j'ai quand même de l'argent qui entre. Voilà. La liberté financière, c'est un peu un Graal. Alors aujourd'hui, on entend parler partout. C'est pouvoir maintenir, si je comprends bien, son niveau de vie sans être obligé d'aller travailler, ou en tout cas ne pas dépendre de son travail et avoir donc réussi à faire travailler son argent, n'est-ce pas? On a parlé de thésaurisation et vous disiez que c'est quelque chose qu'il faut corriger de façon collective. Je suis entièrement d'accord parce que nous épargnons beaucoup chez nous, donc de façon informelle.
Quels sont, à votre avis, les paramètres ou les pesanteurs socioculturels qui font que nous ne réinvestissons pas de façon systématique ou qu'on préfère garder l'argent chez soi? Est-ce que c'est une question de sécurité? Comment vous analysez ça, puisque vous êtes au contact de plusieurs personnes qui certainement évoquent cette question avec vous? Je pense que l'asymétrie d'information, c'est-à-dire les gens ont l'argent là, des fois ils veulent bien faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et d'un autre côté, on a des gens qui ont vraiment des besoins d'argent pour développer un projet, une entreprise, ou même l'État, quand l'État va emprunter sur le marché. Oui. Mais ces personnes ne savent pas qu'il y a ce besoin-là. Donc, en fait, il y a un décalage entre les deux, voilà, entre l'offre et la demande. Et c'est souvent ce qui fait que, par mesure de sécurité, donc les gens se disent, je préfère donc être assis sur mon argent, et puis on verra. Donc, il y a l'information. Le deuxième aspect, c'est le fait que on fait énormément de transactions d'argent de manière très informelle. Donc, toutes les notions de contrat, d'aller chez un notaire, d'enregistrer les choses ne sont pas communes, et même à des niveaux où qu'on ne soupçonne même pas. Donc, à des niveaux de gens très lettrés, même de gens qui ont un profil financier ou même légal et tout, qui se disent, bon, ok, on va faire ça et puis on va régler ça après. Ouais. Et ça crée, je pense que la BEF doit être l'institution la plus occupée aujourd'hui au Bénin. Ceux qui nous suivent, qui sont pas au Bénin, la BEF, c'est la Brigade économique et financière qui se charge donc de, on va dire, les litiges, pour parler simplement, les litiges en matière d'argent. Oui, et il y en a énormément, justement, parce que souvent, ces prérequis ne sont pas en place. Ce niveau de transparence n'est pas en place, ce niveau de rigueur n'est pas en place. Et le dernier aspect qui est, je pense, socio-culturel lié au Bénin, c'est la méfiance. On est très méfiant vis-à-vis des autres, et donc ça fait que on ne s'associe pas souvent. C'est vrai. Ou on s'associe parce qu'il faut le faire. Par exemple, en microfinance, on est obligé de faire des groupes solidaires où il faut s'associer pour pouvoir avoir accès aux finances. Mais je pense que si on regarde la durée de vie de ces associations, elle n'est pas très longue. Et c'est également, c'est une combinaison de tout ça. C'est parce que on est méfiant, c'est parce que on fait les choses de manière informelle, c'est parce qu'aussi on n'honore pas ses engagements. Et ça, je pense que en matière d'argent, sa crédibilité passe par honorer ses engagements. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas le rembourser le 5, et que tu rembourses le 5 jusqu'à ce que tu aies payé toute ta dette, cette personne est en confiance désormais avec toi. Tu peux retourner vers cette personne. Cette personne peut te recommander à une tierce pour t'aider dans X, Y ou Z. Et ça, c'est également un déficit qu'on a dans notre société. Ce sont des choses que nous devons corriger collectivement, comme vous disiez. Il faut reconnaître que les habitudes changent tout de même avec notre génération. Il y a de plus en plus de personnes qui ont entre 25 et 40 ans et qui ont compris qu'il est important d'investir. La question est de savoir dans quoi mettre son argent. Investir, mais investir comment? Alors, on va faire un petit jeu. Si je vous dis terrain ou voiture? Terrain. Parce Pourquoi? que la valeur apprécie du terrain. Alors que la voiture, dès que vous mettez le pied sur l'accélérateur, la valeur d'une voiture déprécie. Donc, le terrain, vous pouvez non seulement réaliser quelque chose, mais également l'utiliser comme garantie, par exemple, pour emprunter de l'argent. Donc, gagnant-gagnant. La voiture, c'est plus un passif. Oui. Et prise de participation dans une entreprise ou DAT, dépôt à terme? Alors, peut-être qu'il faudrait rapidement dire ce qu'est un dépôt à terme. Oui, un dépôt à terme, c'est de l'argent qu'on met dans un compte en banque qui est fermé pendant une durée de temps et qui génère un taux d'intérêt donné. C'est négociable d'une institution financière à une autre et selon le montant. Donc, effectivement, c'est vrai que nous avons beaucoup de personnes qui font des DAT dans les banques parce que c'est l'investissement le plus sûr et un des plus rentables sur le marché. Mais on a dit tout à l'heure que plus de la moitié de la population est quand même dans le secteur des micro et des petites entreprises.
Et le plus grand besoin à ce niveau, c'est souvent un besoin financier. Financement. Donc, moi, j'aurais dit financement au sein des micro et petites entreprises parce que c'est ce qui permet de générer de l'emploi, de stimuler l'économie, etc. Mais c'est le lieu de rappeler que le choix d'un investissement dépend d'abord des retours que vous avez, mais également du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Exactement. Le DAT est très sécurisé et c'est pour ça que les gens y vont. Investir dans une entreprise vous associe à un risque, c'est-à-dire vous devez très bien comprendre que lorsque l'entreprise gagne de l'argent, vous gagnez de l'argent, mais lorsque l'entreprise perd de l'argent, vous avez perdu votre argent. Important. Vous n'allez pas réclamer votre argent à quelqu'un. Donc, pour investir, d'abord, vous devez avoir un capital ou une mise donnée. Vous devez connaître votre appétit pour le risque et vous devez connaître les retours sur investissement que vous avez. Donc, vous devez bien comprendre que voilà combien ça va me générer, à quel horizon. Il y a beaucoup de personnes, en effet, qui, je regarde sur Internet ou je reçois des mails parfois, ils disent oui, j'aimerais investir de l'argent dans une entreprise, est-ce que vous pourriez me recommander un projet, mais je veux récupérer mon argent, je veux gagner au moins tel taux d'intérêt par mois. Déjà, je suis pas un spécialiste de la finance et je leur dis de toute façon, même si vous allez voir des spécialistes, ils vous diront que si vous prenez des parts dans une entreprise, c'est que vous êtes associé au risque. Il n'y a pas de garantie à 100% que ça fonctionne. Même en bourse, quand on achète des actions de très grosses entreprises, on perd de l'argent. Ouais. Ça arrive qu'on perde de l'argent. Alors, troisième choix, investir dans des bijoux en or ou investir dans une ferme, c'est-à-dire dans l'agriculture ou l'élevage. Ok, bon déjà, je vais recommander les gens qui aiment porter des bijoux, acheter de l'or. Parce que l'or, c'est une pierre précieuse et le cours de l'or en général est pas toujours, mais en général à la hausse. Sur la durée, voilà, sur la durée. Donc, quand vous avez des bijoux en or, c'est une forme d'investissement, d'argent que vous avez de côté, que vous pouvez après récupérer sous une autre forme. Et investir dans l'agriculture, étant donné que on est un pays dont l'économie dépend grandement de l'agriculture, je vais choisir, et que mon frère également est un fermier moderne. Donc, c'est un choix de cœur aussi. Je vais aller vers investir dans une ferme. Pour tout ce que ça apporte également en termes de sécurité alimentaire, en création d'emplois, valorisation de nos terres. Exactement. Et puis aussi un secteur naissant qui est l'agro-business, transformation de tout ce que nous produisons, qui est votre dada. L'une de mes cordes. Voilà. Merci pour ces réponses très éclairées qui, j'espère, vous permettront de prendre des décisions, vous qui nous suivez. J'espère que ce talk aura mis le doigt là où ça fait mal. Oui, parce que notre capacité à gérer notre argent d'une façon ou d'une autre définit également le niveau de stabilité qu'on aura dans la vie et tout cela joue sur notre bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement, dit-on. Il faut donc que nous renforcions nos capacités à gérer ce que nous gagnons. Il est temps de vous prendre en main et de développer votre intelligence financière. Dans les prochaines semaines, nous aurons le plaisir de vous proposer sur notre plateforme une formation qui vous aidera à développer cette aptitude afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre entourage. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur www.academyrock.com. Vous pouvez créer gratuitement un compte sur notre plateforme et ainsi rester au parfum de nos actualités et des différentes opportunités que nous vous proposerons. Yacine, merci d'avoir été avec nous. Plaisir partagé. Vous êtes désormais donc une ambassadrice de la Rock Academy. Avec plaisir. Et j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de notre partenaire Woodin, que vous pourrez récupérer dans une des boutiques Woodin de Cotonou. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Et ceci, qui est une casquette, bien évidemment. En tant qu'ambassadrice. Bien évidemment. Merci. En attendant qu'on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.